Eh oui, vous là, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Aujourd'hui, Top Pot reçoit un invité vraiment incontournable. C'est vrai, je suis privilégié car j'ai la chance de rencontrer des gens qui travaillent dans tous les secteurs de l'industrie du cannabis. Pour le 111e épisode de Top Pot, j'ai la chance de discuter avec un dirigeant discret qui est aussi le plus important acteur de la distribution et de la vente légale de cannabis au Québec. Bonjour, je m'appelle Jacques Farcy, je suis le président et le chef de la direction de la Société québécoise du cannabis. Avant d'aller plus loin, petit détail technique, pour faciliter l'écoute, je fais un résumé des meilleurs segments. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de la parole de mes invités. Alors, si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez qu'il m'arrive de critiquer la SQDC. Eh oui. Au fil des épisodes, j'ai aussi compris que je tirais à l'occasion sur l'ambulance. En d'autres mots, il est facile de se tromper de cible quand on ne comprend pas parfaitement comment s'assemblent toutes les pièces du puzzle. Dans le contexte particulier du Québec où le législateur ne souhaite pas faire la promotion du cannabis, comme il ose le faire avec l'alcool, qui est pourtant un produit bien plus dangereux, la SQDC ne contrôle pas entièrement son destin. En effet, la SQDC reste une créature du gouvernement, une sorte de bouture sur mesure, dans laquelle on retrouve aussi une grande partie de l'ADN de la Société des alcools du Québec. J'y reviendrai plus tard dans l'épisode avec un exemple. Évidemment, avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Jacques ainsi que le porte-parole de la SQDC, M. Fabrice Giguère. Je fais une veille sur tout ce qui touche le cannabis et je ne me rappelle pas d'avoir vu une entrevue avec M. Farcy, tout au moins depuis le dépôt du rapport annuel, qui est le sujet qui cadre toute notre entrevue aujourd'hui. Sauf pour la dernière question que j'ai glanée sur les réseaux sociaux. Ma première question était une sorte de préambule pour mettre la table. Comment se retrouve-t-on à la tête de la SQDC? Dans le fond, je voulais savoir pourquoi le monopole d'État SQDC recrutait le champion de la promotion omnicanale d'un autre monopole d'État, la Société des alcools du Québec. Alors, effectivement, Luc, je ne sais pas si je suis un dirigeant discret, mais en fait, pour me présenter aux auditeurs, donc je m'appelle Jacques Farcy, je suis le PDG de la SQDC depuis le mois d'octobre dernier, 2021. Mon parcours professionnel est assez, je dirais, simple. Mon petit accent traduit mes origines. Je suis français d'origine, mais je suis aussi canadien depuis 2016. Très content d'être canadien depuis 2016 et j'ai rejoint le Québec en fait en 2010. Donc j'ai commencé ma carrière après des études en administration dans une école de commerce en France. J'ai commencé ma carrière dans une société américaine qui s'appelle, alors je vais le prononcer à la française, Procter & Gamble, mais Procter & Gamble pour la version nord-américaine. Donc j'ai commencé dans les ventes. Ensuite je suis allé chez Black & Decker pendant, je dirais, près de 5 ans. Et vers la trentaine, j'ai évolué pour aller vers des sociétés qui travaillent sur l'exploitation de la donnée client. Et à l'époque, c'était très nouveau parce qu'on parle du début des années 2000. À l'époque, les GAFAM n'existaient pas vraiment et ça a été tout un domaine pour moi d'apprentissage pendant presque 15 ans en fait. Et c'est ce qui m'a amené au Canada. C'est une société de conseil qui exerçait partout dans le monde, qui m'a recruté en France pour m'envoyer à l'étranger. Et je suis donc arrivé au Canada en 2010 pour lancer un programme de loyauté connu au Québec qui s'appelle Métro et moi. J'ai eu le plaisir de travailler avec les équipes de Métro pendant près de 5 ans. Et en 2015, j'ai rejoint la SAQ. À 45 ans, c'était la première fois que je rentrais officiellement chez un détaillant, même si j'avais très longtemps travaillé à les conseiller, ces détaillants, pour essayer d'agir de manière loyale pour leurs clients. Et donc j'ai rejoint la SAQ parce que la SAQ recherchait un vice-président. J'ai postulé, j'ai été sélectionné. Donc je suis rentré à la commercialisation et ensuite je me suis occupé à partir de 2018 du réseau des ventes avant de rejoindre la SQDC donc en octobre dernier.
Alors, vous m'avez posé la question, Luc, de qu'est-ce qui fait que j'ai été sélectionné. Alors, je ne me suis pas embauché moi-même, donc j'ai toujours un petit peu de difficulté à répondre à cette question. Il faudrait sans doute poser la question aux gens qui ont choisi ma candidature. Mais en revanche, ce sur quoi je peux partager de manière très honnête et transparente, c'est les motivations. Qu'est-ce qui m'a conduit à vouloir rejoindre la SQDC? Le défi est vraiment quelque chose qui me motive dans la vie. L'apprentissage, c'est mon moteur. Puis d'ailleurs, j'aurais pu repréciser également dans mon parcours que à l'âge de 50 ans, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai fait un executive MBA qui m'a beaucoup apporté. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc passer à la SQDC, c'était le moyen, le moment d'apprendre des choses nouvelles dans une industrie que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé. Puis la deuxième chose qui m'a motivé, c'était écrire avec les équipes en place qui avaient eu déjà beaucoup de succès la deuxième page du livre de l'histoire de la SQDC. Je dis souvent à la blague qu'on n'accouche pas deux fois d'un bébé. La SQDC était déjà née, bien née, mais on a à réfléchir, on avait à réfléchir, mais on est encore dans cette réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite pour la SQDC. Et donc je savais que j'arrivais au bon moment pour mener cette réflexion avec les équipes, ça me motivait également. Donc ça, c'est les deux éléments qui m'ont vraiment motivé, puis sans doute j'ai dû être convaincant pour réussir à être sélectionné pour ce poste. Ce bilan 2021 est le sien. Sa photo est dans le rapport annuel, une fois sans cravate et une seconde fois avec. Un rapport annuel, c'est à la fois un exercice comptable, mais aussi un exercice de communication. Alors, Jacques, quel est le résultat dont vous êtes le plus fier après moins d'1 an à la tête de la SQDC? Effectivement, ça fait 9 mois que je travaille à la SQDC avec mes 1072 collègues. On a eu des résultats dont on peut tous être fiers. Alors, moi évidemment, mais je pense que tous les Québécois peuvent être fiers de ces résultats. Un des résultats qui est important pour nous, c'est la conduite de notre mission, combien on capte du marché noir. Donc, vous l'avez vu dans le rapport annuel, on capte 58%, une estimation de 58% du marché noir. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une belle réalisation parce que c'est notre mission. Convaincre les clients de venir à la SQDC plutôt que de rester dans le marché noir. Puis surtout, s'assurer qu'ils restent à la SQDC sans stimuler la demande. Donc ça, c'est vraiment notre mission, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc la captation du marché noir, c'est une belle réalisation. Le réseau de succursales qui continue à progresser. On était à 87 à la fin de l'année, on prévoit 98 à la fin du mois de mars 2023. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Bien sûr, tout le fait de renforcer l'accessibilité omnicanal, c'est-à-dire on a amené beaucoup d'innovations l'année dernière sur la livraison le soir même étendue en dehors de Montréal, que ce soit aussi le cliquer ramasser qu'on a livré un petit peu plus tard dans l'année, juste avant qu'on mette la patte finale à notre rapport annuel, que ce soit également des pilotes de clavardage en ligne, que ce soit aussi les livraisons depuis les succursales sur lesquelles on est en train de travailler très activement. C'est pas encore livré, mais ça va venir assez vite. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui nous permettent de s'assurer que les clients puissent avoir accès au cannabis légal de la meilleure manière possible. Donc ça me rend aussi très fier. Puis évidemment, on peut citer aussi l'argent qui est mis à disposition, la valeur qu'on crée pour le Québec au travers de la contribution qu'on amène. C'est près de 214 millions, c'est pas rien. 3 ans et demi, 4 ans après, enfin pas tout à fait 4 ans après la légalisation, je trouve que c'est une somme qui fait du sens. Et une fois de plus, donc tout ça évoque une forme de fierté pour moi, mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est plus important que les résultats, c'est l'état d'esprit des équipes. Puis peut-être, Luc, vous l'avez lu dans le rapport annuel, mais j'ai choisi en arrivant à la SQDC d'aller en succursale pendant mes 4 premières journées. Mes collègues du bureau chef étaient presque un peu déçus de ne pas me voir arriver le premier jour. Je leur avais quand même laissé une petite vidéo pour leur dire que je pensais bien à eux, mais que c'est important d'aller en succursale. Et dans ces 4 journées-là, j'ai découvert des équipes qui comprenaient très bien quelle est la mission de la SQDC. Et j'ai trouvé ça très enthousiasmant, cet état d'esprit de toutes nos équipes, de comprendre exactement pourquoi la SQDC existe, pourquoi on opère, comment on opère. Ça, je dirais que c'est ma plus grande fierté et c'est aussi ma plus grande responsabilité de s'assurer de nourrir cette perspective auprès des équipes pour le Québec. Ça, c'est quelque chose qui à la fois me motive et aussi me garde très éveillé parce qu'il y a des belles choses qu'il faut qu'on soit capable d'amener peut-être encore un peu plus loin. Évidemment, quand on travaille en équipe, on est fier de tous ses résultats, comme une mère aime tous ses enfants. Lorsque Jacques Farcy est arrivé à la tête de son équipe, il a posé un geste de communication très fort. Au lieu d'aller au siège social de la SQDC célébrer son arrivée avec ses collaborateurs les plus proches,
Le PDG est allé travailler comme simple conseiller pendant 4 jours dans les points de vente de son réseau, ses magasins. Le geste me semblait important à l'époque. Une grande partie de ce qu'on fait vit dans nos succursales, pas que, on a aussi une grosse activité digitale au travers du web, mais je dirais que notre mission, c'est d'être au contact des clients vraiment, parce que si on veut les convaincre de venir chez nous, ça ne se fait pas dans un exercice administratif, ça se fait vraiment au quotidien. Donc c'est quelque chose qui est prioritaire, absolument prioritaire pour moi, mais aussi je crois pour la SQDC. OK, on revient à notre rapport annuel que j'ai épluché comme les précédents. J'y ai trouvé la même affirmation que dans les 2 premiers. La SQDC veut être la référence de l'industrie du cannabis responsable. J'ai demandé à M. Farcy comment on pouvait être la référence quand on est un monopole d'État. Pas un cartel, comme je m'amuse parfois à le dire, mais juste un bon petit monopole qui élimine toute la compétition du marché. Effectivement, on peut vouloir être la référence en se comparant à d'autres. Alors, comme vous le disiez, Luc, dans l'industrie du cannabis au Québec, bah oui, je dirais qu'il y a les producteurs qui sont importants dans notre écosystème, mais le contact direct avec le client, c'est nous qui l'avons dans la partie légale. Donc effectivement, c'est difficile de se comparer à d'autres, mais on sait aussi qu'il se passe d'autres choses dans d'autres provinces. Donc évidemment, on regarde un peu ce que les autres provinces sont amenées à faire et on se pose cette question de est-ce qu'il y a des gestes que eux posent qui font du sens, qu'on devrait nous peut-être, dont on pourrait s'inspirer, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous on est très confortable. Donc ça fait partie des équilibres qu'on regarde. Mais je dirais que la référence, pour moi, être la référence, c'est surtout être, je dirais, fidèle et loyal à notre mission. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument prioritaire. Et c'est pas parce qu'on est une société avec une situation de monopole et un actionnaire unique. Être fidèle à la mission quand on est dans une organisation, je crois que c'est quelque chose que toutes les entreprises cherchent. On parle beaucoup de raison d'être dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et ça s'applique pour moi à tout le monde, à tous les types d'entreprises, peu importe leur actionnaire ou leur position dans les marchés. Et donc, je crois que nous, on a cette chance d'être très clair sur notre raison d'être. Et c'est par rapport à ça qu'on veut être la référence. C'est-à-dire, on veut s'assurer que notre raison d'être est tout le temps au devant de nos réflexions quand on va poser certains gestes. Puis peut-être je peux prendre un exemple qui est le nombre de succursales. J'entends souvent parler du nombre de succursales. J'entends souvent des critiques, parfois assez directes, sur le fait que nous n'aurions que peu de succursales avec 98 succursales demain. C'est pas un geste anodin le nombre de succursales. Et la raison pour laquelle on a pris cette décision-là, c'est parce que elle nous paraît être correcte par rapport à notre mission. Et notre mission, finalement, c'est d'équilibrer les deux intérêts. Ceux des clients, évidemment, on doit les servir, mais aussi l'intérêt des citoyens. Et on le sait, le cannabis est un produit particulier sur lequel l'acceptabilité sociale a beaucoup progressé, mais il y a encore du chemin à faire. Et donc, on doit aussi s'assurer qu'on est capable d'entendre les citoyens qui ne sont peut-être pas des consommateurs de cannabis, mais qui veulent s'assurer qu'une entreprise comme la SQDC agit de manière responsable par rapport à la vision de société qu'on peut avoir. Donc pour nous, être la référence, c'est beaucoup ça. C'est pas forcément se comparer aux autres, c'est s'assurer qu'on trouve le bon équilibre et la voie de passage. Puis je vais prendre un exemple avec l'Ontario. C'est sûr, en Ontario, plus de 1500 points de vente. Je ne sais pas quel est le décompte le plus récent, mais on sait tous que 1500 points de vente, tous ne sont pas viables. On sait que certains vont mourir, c'est malheureux, mais on peut regarder les choses dans tous les sens. Il n'y a pas un potentiel pour 1500 points de vente en Ontario, d'aucune manière. Donc c'est certain que même si peut-être les clients trouvent que c'est intéressant et se disent il y aura une possibilité d'avoir plus de services parce qu'il y a plus de points de vente, je crois qu'il faut être très clair pour se dire que les citoyens en Ontario sont peut-être aussi un peu surpris de voir des magasins de cannabis à chaque coin de rue. Et donc le choix que nous on a fait de se dire 98 points de vente, ça nous paraît être le bon nombre pour une première étape. Je crois que c'est un choix raisonnable qui à la fois nous permet de bien servir les clients et puis aussi de répondre aux besoins des citoyens. Puis je voudrais le redire, Luc, il y a beaucoup de détaillants au Québec qui seraient très contents d'avoir un réseau de 98 succursales. Il y a beaucoup de détaillants qui sont très performants au Québec dans d'autres industries ou dans d'autres activités, avec beaucoup moins de 98 succursales. Et notre site internet est aussi très actif, très efficace. Donc c'est pas juste 98 succursales, c'est aussi des ventes via sqdc.ca.
Donc tout ça nous rend confiants qu'on est dans la bonne direction, même si, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir continuer à se développer. Puis je voudrais être très clair là-dessus, c'est pas parce qu'on peut être fier des résultats qu'on a eu jusqu'à présent qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et il y a encore beaucoup d'évolutions à amener, mais il ne faut pas bouder notre plaisir de voir les choses qui se passent bien, et il faut garder à l'esprit celles qu'on peut continuer à améliorer. Le premier paragraphe du rapport annuel de la SQDC dit ceci, et là je cite texto: « La Société québécoise de cannabis continue de répondre à sa mission puisqu'au terme de cette année financière, 58,5 % des ventes du marché illicite ont été converties par celle-ci. » Fin de la citation. C'est un beau résultat, il n'y a rien à dire, hein? Un gain additionnel de 5,6 % arraché au marché noir. J'épluche, l'information est là pourtant, énorme, sur une ligne, très discrète, à la page 31 du rapport. On y apprend, sans que cela soit dit comme tel, que l'objectif n'a pas été atteint. Et oui, la SQDC n'a pas atteint son objectif de 66 %. Elle doit se contenter d'un peu moins de 59 %. Que s'est-il passé en 2020-2021 pour que la progression de la vampirisation des marchés illicites par la SQDC soit ralentie? Alors, Luc, c'est sans doute la partie Math 101 du podcast. Donc, j'invite tous les auditeurs à sortir leur calculatrice et puis à rester avec nous branchés pendant quelques minutes pour qu'on fasse un petit peu des calculs assez simples. En fait, nous avions, en 2019, lorsque notre plan stratégique a été émis, effectivement, nous avons publié des objectifs de captation du marché illicite, du marché illégal, et nous avions annoncé que cette année, on serait capable de faire 66 %. Mais en 2019, on avait également estimé la taille totale du marché. Puis on le redit, c'est une estimation. Évidemment, par définition, les marchés illégaux, le marché noir ne déclare pas tous les trimestres ses chiffres de vente ni ses résultats. Donc on essaye de l'estimer au mieux, mais ça reste une estimation. Et en 2019, la compréhension qu'on avait alors du marché nous amenait à un marché total estimé pour cette année de 153 tonnes. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, l'estimation du marché est de 187 tonnes. Donc il y a une petite différence entre l'estimation des deux marchés. Donc si on reprend le volume qu'on a fait cette année, 110 tonnes sur l'estimation d'alors, qui était en fait 153 tonnes, le rapport de l'un sur l'autre nous amènerait à 72 ou 73 % de captation du marché. Donc on aurait été dans l'objectif si, en se remettant avec les lunettes de 2019. Bon, maintenant on ne vit pas dans un monde où on peut remettre les lunettes du passé, on vit dans un monde présent. Donc aujourd'hui, 187 tonnes estimées du marché. Nous, on en a vendu 110 à peu près cette année. Donc 110 sur 187, on est à 58 %. Alors on n'est pas loin du 66, mais on n'y est pas. Donc la question que vous me posez et qui est tout à fait légitime, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au 66 %? Je crois que les stratégies qui ont été développées à l'époque et qui ont été très efficaces, donc mettre en place un réseau de vente et puis s'assurer d'avoir une bonne continuité dans les produits qu'on vend ou qu'on met à disposition de nos clients, ces stratégies ont montré une efficacité, mais elles ne suffisent pas à répondre à un dynamisme très fort qu'on voit du marché, des marchés illégaux, qui eux aussi ont évolué depuis 3 ans, ils ne sont pas restés statiques. Je préfère utiliser le terme des marchés noirs ou des marchés illégaux plutôt que du marché illégal, parce que quand on parle du marché illégal, on a toujours l'impression que c'est un marché homogène. Or, en fait, quand on se documente, et sans doute vous le savez, Luc, sur les marchés illicites ou illégaux, il y a énormément d'offres très différentes. Certains compétitionnent sur le prix, d'autres sur une forme de qualité, d'autres sur une forme de service, d'autres sur une forme d'élaboration de produits 2.0, voire 3.0. Donc les marchés illicites sont très dynamiques, très actifs, et c'est quelque chose que nous devons considérer dans notre évolution pour essayer de toujours mieux répondre, tout en restant fidèle à notre mission, et là c'est le point important. Et la question qui est devant nous, Luc, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on va faire telle ou telle chose, mais c'est plutôt de se dire comment on fait les choses pour à la fois balancer l'équilibre de nos clients et le respect de notre mission auquel les citoyens tiennent beaucoup. Donc c'est beaucoup, les questions qui vont être devant nous ne sont pas de binaire à se dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, mais elles vont être beaucoup plus de se dire comment on est capable de faire les choses, comment on va être capable d'évoluer. Et pour moi, les produits alimentaires, par exemple, peuvent être un bon exemple. C'est sûr qu'on a des contraintes beaucoup plus fortes. On a voulu être beaucoup plus restrictif sur certains marchés,
le marché des comestibles solides en est un. Et donc, on doit travailler, nous, la SQDC, avec nos fournisseurs pour trouver la bonne manière d'amener ces produits-là aux consommateurs et aux clients, tout en respectant la mission. Et ça n'est pas la manière que d'autres provinces ont avec des jujubes ou des plaques de chocolat. On a fait des bouchées, entre guillemets, moches. Ce terme n'est pas élégant, mais il traduit l'esprit dans lequel on est actif, c'est-à-dire de mettre à disposition des produits qui sont aptes à répondre aux clients, tout en étant respectueux de la mission. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel on va continuer à travailler, de se poser la question de comment faire les choses pour balancer ces deux équilibres et ces deux intérêts. Il est peut-être utile de rappeler la progression des estimations de la captation des marchés illicites par la SQDC. 31,3 % en 2019, 52,9 % en 2020 et 58,5 % en 2021. Ce n'est pas la SQDC qui fait les estimations du marché illicite, c'est le ministère des Finances. Comment le ministère des Finances estime le marché noir? C'est une saga pour une autre fois. Dernier détail, les rapports annuels de la SQDC n'utilisent pas le terme marché noir, sauf pour une occurrence en 2020. Mais on utilise plutôt le terme de marché illicite au pluriel. Alors, on change maintenant de rythme et on passe à une grosse question d'une autre nature complètement. J'ai le privilège de pouvoir discuter avec quelques producteurs autorisés. J'ai aussi la chance d'avoir accès à un réseau qui s'agrandit à toutes les semaines, ce qui me donne accès à des informations qui sont parfois vraiment pointues. J'ai d'ailleurs produit récemment un épisode, l'épisode 107, intitulé « Comment tuer une industrie du cannabis ». Pourquoi? Parce qu'à travers tout le Canada, on se rebelle contre un système de taxation qui étouffe l'industrie du cannabis. Comme président de l'unique circuit de distribution légale pour l'industrie au Québec, est-ce que Jacques Farcy est satisfait du succès commercial des producteurs autorisés québécois à la SQDC? Comme vous le savez, Luc, on n'a pas une mission commerciale à la SQDC. Donc c'est sûr qu'on est dans une logique où on met à disposition des produits, mais on n'est pas là pour stimuler la demande et s'assurer que les consommateurs veuillent en acheter toujours plus. Donc je dirais que je suis très satisfait de voir la réponse des clients québécois à l'offre de produits québécois que nous mettons de l'avant. Et je trouve que la mission de la SQDC, c'est de s'assurer d'avoir l'offre la plus large possible de produits québécois, mais surtout de transmettre l'information aux clients pour qu'ensuite les clients puissent avoir toutes les informations nécessaires pour faire leur propre choix. Et je me réjouis en tant que Québécois que les produits québécois soient plébiscités par nos clients et par les consommateurs. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis d'ailleurs, ça existe aussi dans d'autres industries. On l'a vu peut-être un peu tardivement, mais on a été tous, je crois, très heureux de voir qu'il y avait un sursaut un peu, je dirais, d'aller vers des producteurs plus locaux, plus proches, qui font aussi leur part dans l'économie de nos communautés. Donc, d'un point de vue, je dirais, personnel, je suis très content de voir cet engouement-là. Mais d'un point de vue société, c'est certain que nous, on n'est pas là pour pousser ou stimuler ou, je dirais, promouvoir aucun produit et donc, par définition, pas les produits québécois. Mais je suis heureux de voir la réponse positive des Québécois et je souhaite que ça puisse se poursuivre. Et on nourrit beaucoup, on a beaucoup d'évolutions qui viennent avec notre industrie sur nos manières de faire. Depuis que je suis arrivé, on a beaucoup consulté, on a entendu des choses, on a adapté pas mal de choses, on va sans doute en reparler. Mais sur ces éléments-là, je suis content de voir que ça progresse et que ça va dans le bon sens. Je le redis, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut imaginer mettre en place, mais je suis content de ce que je vois. Ouais. Alors, toujours dans ce rapport annuel 2021, au détour de la page 13, je suis tombé sur cette phrase que je résume le plus texto possible. La SQDC a œuvré à bonifier les espaces réservés aux produits afin que les magasins soient adaptés à l'enrichissement du catalogue de produits. Au cours de l'année, la société a investi 11,7 millions de dollars dans le déploiement et l'optimisation de son réseau. Alors, c'est quoi cette bonification des espaces réservés aux produits? En fait, c'est sûr que nos succursales sont définies pour accepter un certain nombre de produits. Donc, par définition, on peut avoir en succursale quelque chose comme
je dirais entre 400 et 450 produits, c'est le nombre optimal. Il se pourrait que dans certaines succursales, on puisse aller un petit peu plus loin, mais ça nécessite qu'on organise un peu nos opérations de manière différente. Et on a souhaité s'assurer qu'on ait le bon nombre de produits pour répondre aux besoins des clients, mais de ne pas en avoir trop non plus, parce que, comme je le disais, on est à l'inverse d'autres détaillants. Il y a certains leviers quand on a parfois un peu de surstock qui ne sont pas à notre disposition. Un détaillant traditionnel, quand il se retrouve à avoir un peu, soit des produits en fin de vie, soit des produits sur lesquels l'écoulement est un peu plus faible, il peut avoir des stratégies d'écoulement à mettre en œuvre, donc soit mobiliser le personnel pour dire de pousser tel ou tel produit ou faire des rabais économiques pour que le client les préfère. Évidemment, ces deux leviers-là, pour ne citer que, mais il y en a d'autres, ne nous sont pas accessibles. Donc on doit être particulièrement vigilant à s'assurer qu'on approvisionne le nombre de produits qui répond à toute l'offre et qui va être à la satisfaction des clients. Donc c'est un équilibre, hein, toujours. On parle souvent dans l'approche par catégorie de taille de boîte. Donc c'est quoi le bon nombre de produits donc là-dessus, je le redis, 350, 400, 450 produits, je crois que c'est le bon nombre pour nos succursales actuelles. Mais on a lancé une initiative qui s'appelle les pépinières, on va peut-être en parler un tout petit peu. Ça nous permet, pendant un moment ponctuel, dans des succursales dans lesquelles les rotations sont un petit peu plus élevées, il y a un peu plus de capacité à gérer un peu plus de stock, à tester des choses auprès des clients. J'avoue que cette réponse du président de la SQDC m'a interpellé. La SQDC veut limiter ses pertes, c'est normal, mais elle dispose finalement de peu d'outils efficaces à cause des restrictions imposées par sa mission, qui exclut toute forme de promotion. La SQDC annonce toujours triomphalement ses profits à la hausse dans le cadre d'une activité économique dont les PA, les producteurs autorisés, semblent être le maillon le plus faible. OK. Avec la prochaine question, j'ai tout simplement voulu satisfaire ma curiosité. Pourquoi? Parce que voilà un service que je ne comprends pas, le cliquer et ramasser. Alors, la mise à disposition des produits pour les clients peut se faire de différentes manières. Donc, la manière, je dirais, la plus commune, c'est de rentrer dans une succursale, d'être carté à l'entrée, évidemment, de rentrer dans la succursale, ensuite de parler avec un de nos collègues qui va vous donner de l'accompagnement et ensuite d'acheter le produit et de ressortir. Ça, je dirais que c'est la version la plus commune pour accéder à un produit. Mais on se rend compte que dans le monde moderne, et notamment quand on se compare par rapport aux marchés illégaux, qui eux n'avaient pas de magasin avec pignon sur rue, les marchés illégaux ont été très créatifs pour essayer de donner accès aux produits. Et donc il y a tout type d'éléments qui sont mis à disposition de nos clients pour faciliter l'accès aux produits, toujours dans un cadre réglementé et contrôlé. Et on vient de lancer une initiative qui s'appelle Cliquer Ramasser. Donc c'est assez simple. Vous avez possibilité, Luc, sur notre site sqdc.ca, d'aller regarder la disponibilité des produits et puis d'acheter, je dirais, en ligne les produits qui sont disponibles dans la succursale. La succursale va vous préparer votre commande, mais vous pouvez ne pas avoir la disponibilité de passer tout de suite en succursale. Donc la succursale va préparer la commande que vous avez passée sur sqdc.ca avec les produits de la succursale et va réserver ces produits-là, va vous les mettre à disposition pour que quand vous passez le soir, si c'est le soir, ou le lendemain matin en fonction de votre circuit à vous, que la commande soit déjà prête, préparée pour vous. Et donc ça répond à un besoin client, ça n'est pas des ventes, le but n'est pas d'aller, je dirais, chercher une croissance énorme des ventes, mais certains clients nous avaient fait cette remarque que eux voulaient être capables de pouvoir, entre guillemets, réserver ou préparer, se faire préparer des commandes pour venir les chercher quand c'était le bon moment pour eux. Et donc, on a trouvé que c'était quelque chose d'important pour répondre aux besoins des clients. Et c'est une offre qui trouve son public parce que les clients sont satisfaits. On les sonde après pour savoir est-ce qu'ils ont trouvé le service intéressant. On a des scores de satisfaction très élevés, 4,7 sur 5, donc on est très, très élevé. Et on a une intention exprimée par les clients de recourir à nouveau à ce service-là qui est aussi très élevé. 95% nous disent oui, dans le futur, j'ai envie d'y revenir. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde et ça fait partie de notre offre omnicanal, c'est-à-dire d'avoir plusieurs opportunités pour que chacun des clients puisse trouver celle qui lui correspond le mieux. Donc, Cliquer Ramasser répond à un certain type de besoin, mais il y a d'autres choses qui répondent à d'autres types de besoins pour les clients. Comme il s'agit d'un service que je n'ai jamais utilisé et que je ne pense pas utiliser dans le futur proche,
J'ai immédiatement demandé à Jacques si la SQDC avait un portrait robot des utilisateurs du service Cliquer et ramasser, histoire de comprendre qui utilise ce type de service. Non, on n'a pas de portrait robot parce qu'on ne conserve pas on n'a pas de données en fait personnelles sur nos clients. Je ne sais pas, je ne peux pas dire quel type de client l'utilise. En revanche, quand je regarde les scores de satisfaction, j'ai l'impression que ce public est fidèle à peu importe de quel type de client il s'agit, j'ai l'impression, vu les scores très élevés, que eux sont fidèles à cette manière de s'approvisionner en cannabis. Donc ça nous rend confiants que c'est un service utile, même si je le redis, ça n'est pas un service qui va aller prendre des parts de marché incroyables. On n'est pas là sur une vision de développement à outrance, on est beaucoup plus sur une vision de s'assurer que on satisfait les clients de manière à ce qu'ils n'aient plus l'idée éventuellement d'aller acheter ailleurs qu'à la SQDC. Il y a à peu près un an, j'ai voulu produire un épisode sur le projet omnicanal de la SQDC dont j'avais entendu parler entre les branches. J'ai facilement trouvé et acheté sur le SEAO, c'est le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc j'ai trouvé l'appel d'offres de la SQDC pour améliorer l'accompagnement client dans un contexte omnicanal. Finalement, après avoir tout produit, j'ai renoncé à diffuser l'épisode car les restrictions de divulgation des informations de l'appel d'offres du SEAO m'ont découragé. Ou fait peur, c'est selon. Donc, dans le rapport annuel 2021, j'ai retrouvé 11 fois le mot « accessibilité » et 3 fois le mot « omnicanal ». À titre de comparaison, l'expression « marché illicite » apparaît 13 fois. Dans le même rapport, à la page 40, pour les curieuses, on dit aussi, et là je cite texto, « Monsieur Farcy possède près de 30 ans d'expérience dans la gestion stratégique et le développement de stratégies omnicanales d'entreprise. » Fin de la citation. Monsieur Farcy sait vendre. Il sait promouvoir aussi, à bloc, mais pas à la SQDC. En acceptant son job, il accepte la mission de son entreprise. Toute son équipe également. Les membres de l'industrie qui reprochent au personnel de la SQDC une absence de flair commercial, eh bien, c'est dommage, mais ils se trompent de cible. Avec une mission qui bride la commercialisation, comment la SQDC exploite-t-elle son volet accessibilité pour étendre son influence? Quand la SQDC est arrivée au monde, le premier débat, ça a été de se dire, bon, on arrive, on est les derniers dans le marché, parce que ceux qui possédaient le marché, c'était uniquement des détaillants ou des organisations illégales. Donc, la première question, c'est comment on peut s'assurer que les clients québécois qui le souhaitent puissent avoir accès aux produits que la SQDC vend. Donc, c'est beaucoup passé par le déploiement du réseau de succursales, sur lequel ça a été un de nos gros piliers stratégiques depuis le démarrage. Et c'est la base de tout. On ne peut pas imaginer faire des développements omnicanal ou d'essayer de servir les clients tant qu'on n'a pas un véhicule, et ce véhicule, ça s'appelle le réseau. Donc au démarrage, ça a été d'ouvrir des succursales et d'avoir des ventes sur sqdc.ca. Et puis au fur et à mesure où on a ouvert des succursales, on a entendu nos clients qui nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir des moyens additionnels pour avoir accès aux produits, notamment via le web. Donc sur sqdc.ca, au démarrage, on avait une livraison qui était une livraison standard, donc 2 jours à peu près. Bon, les clients nous ont dit c'est sympa, mais est-ce que vous pourriez être un peu plus rapide? Donc là, on a lancé la livraison le soir même, d'abord dans une zone autour de Montréal. Ensuite, on l'a étendu à tout le Grand Montréal avec beaucoup de succès parce que les clients trouvent que c'est un service intéressant. Et puis maintenant, il s'est étendu à d'autres zones au-delà de Montréal. Donc ça a été un premier élément de développement de l'accessibilité. Ensuite, on a eu le développement, au-delà des opportunités de livraison, on a eu Cliquer Ramasser, qui là est je dirais, l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne livre pas au client, on prépare pour le client, puis lui vient le chercher. On a ensuite lancé des pilotes de clavardage, parce que les clients nous disaient aussi, quand je commande sur sqdc.ca, j'aimerais bien avoir un peu de conseils comme je l'ai dans la succursale, mais j'ai pas envie de me déplacer physiquement dans la succursale. Donc on s'est dit, ok, ça prend quelque chose. Donc on a commencé à faire des prototypes avec des conseillers de succursales qui clavardent avec les clients pour essayer de leur donner l'information comme ils le feraient si le client était physiquement en face d'eux dans la succursale. Donc ça fonctionne aussi très bien. Donc tous ces éléments-là, toute la stratégie entre guillemets omnicanal, elle vise à développer l'accessibilité
parce que c'est le nerf de la guerre. Maintenant, ça ne suffira pas dans le futur. Il ne suffit pas d'être accessible. Il faut l'être, mais ça n'est pas suffisant. Donc, dans les années qui viennent, on va avoir à travailler, à se dire maintenant qu'on est accessible de la bonne manière, comment on s'assure d'avoir tout ce qu'il nous faut dans notre panoplie pour convaincre les clients de nous préférer, de nous choisir et de ne pas choisir le marché noir. Donc notre stratégie de prix est importante par rapport à ça, notre stratégie d'offre est importante par rapport à ça, notre stratégie d'accessibilité demeure importante quoi qu'il arrive, mais maintenant que le réseau existera, ce sera peut-être un petit peu moins prioritaire et on développera sans doute d'autres opportunités pour servir les clients. Entre une industrie qui adore les produits à valeur ajoutée, plus de profit, et les consommateurs qui recherchent la nouveauté, facteur de difficulté pour les producteurs, c'est qui décide ce qui se vend dans les magasins du monopole d'État? Allez, Jacques, dites-nous. En fait, sur l'offre produit, il y a deux choses. Il y a le terrain de jeu dans lequel on peut être et le terrain de jeu dans lequel on ne peut pas être. Donc la loi définit les produits que nous avons le droit de vendre et ceux qui sont interdits de vente au Québec. Donc évidemment, on ne fait pas la loi, on s'y soumet, comme tout bon citoyen corporatif. Donc une fois que la loi est passée, on constate ce qu'il y a dans la loi. Et ensuite, dans le cadre de ce que la loi permet, il y a certaines choses sur lesquelles nous, on avance plus ou moins vite. Ce n'est pas parce qu'il y a des produits qui sont légalement autorisés que nous, on va forcément les vendre du jour au lendemain. On se pose toujours la question de comment bien faire les choses en fonction de la mission. On revient sur les comestibles, les produits comestibles. Ça nous a pris assez longtemps parce que il y avait la loi, mais on comprenait aussi l'esprit de la loi et il fallait travailler avec notre industrie. Puis, si vous le savez, Luc, vous qui êtes proche de l'industrie, dans les produits alimentaires, il y a deux contraintes. Il y a évidemment tout le respect de la légalisation et des règles autour du cannabis, mais il y a aussi tout le respect des règles alimentaires. Et elles ne sont pas minces. Donc, pour un producteur, être capable de mettre les deux ensemble, les deux savoir-faire ensemble pour produire un produit, c'est pas une chose facile. Donc, évidemment, on a eu à travailler avec notre industrie pour y arriver. Donc, une fois que la loi a décidé ce qu'on était capable de vendre ou de ne pas vendre, nous, on a un travail en tant que détaillant, un travail de se dire qu'est-ce que ça me prend pour satisfaire mes clients, quelles sont mes contraintes éventuellement d'espace, qu'est-ce qui fait du sens, comment je peux travailler avec mes partenaires fournisseurs de produits pour s'assurer que les règles soient comprises. Donc on a un gros travail qu'on fait de manière régulière sur notre offre produit en dehors de ce que la loi nous permet ou pas de faire. Donc oui, la SQDC a un rôle important là-dessus et depuis que je suis arrivé, on a mis en place aussi beaucoup d'évolutions. Et on a voulu être transparent sur certaines des règles d'affaires qu'on avait déjà en pratique, mais qui n'étaient pas forcément communiquées. Donc on a communiqué notre politique de prix. On l'a fait à l'occasion du changement de majoration du mois de mars. On a également communiqué beaucoup plus nos besoins par catégorie, nos approches pépinières. Donc on veut que notre industrie comprenne où s'en va la SQDC de manière à leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils soient en mesure de répondre au mieux à nos besoins et donc à générer de l'activité pour eux. Parce qu'on sait que l'industrie est importante, il faut que l'industrie aille bien pour être capable de continuer à mener notre mission conjointement. On a besoin évidemment de l'industrie. Alors, la loi ne nous oblige pas à ce qu'il soit laid, la loi nous oblige à ce qu'il ne soit pas attractif pour un public jeune. Donc, bon, après, on peut, je veux dire, tout le monde peut avoir une estimation sur ce qui est beau et ce qui l'est moins. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de notre monde. Si on avait tous les mêmes goûts, très merveilleusement triste. Donc, notre voie de passage à nous, ça a été effectivement de s'assurer que les produits que nous étions en train de commercialiser n'étaient pas attractifs d'un point de vue visuel notamment, mais d'un point de vue gustatif, même si on évite des choses qui stimulent l'appétit et une forme d'addiction du geste, je dirais, de se nourrir. On est attentif à ce qu'au goût, les produits soient quand même mangeables, évidemment, bien sûr, et procurent quand même une forme de satisfaction. Mais c'est sûr qu'à l'œil, on s'assure que les produits ne donnent pas envie, parce que si on était sur des produits qui donnent vraiment envie, sans doute on serait sur une stimulation qu'on ne trouve pas adaptée pour le moment. Quand il s'agit de la SAQ, la Société des alcools du Québec, les consommateurs québécois sont très alertes. Le niveau des échanges avec le personnel reflète bien la progression des Québécois et Québécoises dans l'appréciation des vins et autres alcools. Plusieurs Québécois et Québécoises s'illustrent d'ailleurs comme sommeliers au niveau mondial. Et pas plus tard que ce week-end, on a appris que le rhum épicé Morbleu,
une création de la distillerie Mariana en Mauricie, eh bien, cette entreprise s'est vue décerner le titre du meilleur produit au monde dans sa catégorie à la San Francisco World Spirits Competition. C'est dans cet état de compréhension des mécanismes qui régissent l'offre de la SQDC que j'ai demandé à Jacques d'ouvrir son kimono pour nous expliquer les plus récentes tendances dans ses opérations. Il y a quelques semaines, il faut le savoir, la SQDC a imposé 2 nouveaux concepts à l'industrie du cannabis. Il s'agit des concepts de rotation et de pépinière. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est sûr que, comme je le disais, on a la volonté de communiquer nos règles, notre manière de faire à l'industrie. Donc, notre manière de faire entre professionnels peut être jugée un peu technique ou un peu, je dirais, aride, même si on essaye d'expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Donc, je vais, pour le bénéfice de notre discussion, Luc, essayer de rester à haut niveau, mais si vous avez des questions un peu plus pointues, n'hésitez pas à y revenir, ça me fera plaisir. À haut niveau, il y a 2 choses qui nous paraissent très importantes. La première, c'est de dire, quand on a une offre de produits à l'année pour des clients, on s'entend qu'arrive le moment où il faut être capable d'avoir des produits qu'on renouvelle. Parce que certains produits peuvent, à un moment donné, susciter l'intérêt de nos clients, mais après un certain temps. Parfois, ça peut être assez rapide, parfois c'est beaucoup plus long. On souhaite que ce soit le plus tard possible, mais tôt ou tard, les clients ont envie de voir des choses un peu différentes. Et donc, ça nécessite effectivement qu'on fasse de la place dans notre assortiment pour des produits nouveaux à entrer, et donc qu'on soit capable d'enlever certains produits moins performants pour les remplacer par des produits plus performants qui correspondent mieux à l'attente de nos clients. Donc ça, c'est le concept de rotation. Donc nous, on définit un nombre de produits dans chacune des catégories qui sont ce qu'on appelle des produits en rotation, c'est-à-dire des produits qu'on va enlever parce qu'ils ne répondent plus forcément aux besoins des clients et qu'on va remplacer par des produits sur lesquels on souhaite avoir un jugement plus favorable de la part des clients de la SQDC. Donc ça, c'est le concept de rotation. Donc une fois qu'on se dit qu'il y a quelques produits, un nombre à définir par catégorie qu'on veut enlever et remplacer, la deuxième question qui vient tout de suite, c'est comment on choisit ces produits qui rentrent. Et puis, bon, il y a 2 approches traditionnellement. La première, c'est de se dire qu'on réfléchit, on a nous la science infuse, nous étant peut-être nous la SQDC, ou la SQDC et nos partenaires de l'industrie. Bon, entre professionnels, on pourrait imaginer qu'on est capable de tout comprendre, même si notre industrie n'a que 3 ans et demi ou 4 ans, donc tout est encore très jeune. Mais le choix qu'on a fait, nous, c'est plutôt de se dire, on va demander aux clients, on va mettre les clients dans des situations où eux vont pouvoir nous dire s'ils choisissent ou non les produits qu'on leur vend. Et donc, c'est ce qu'on fait avec les pépinières. Les pépinières, c'est en fait, pendant 6 mois, on rentre un nombre un peu plus élevé de produits que ceux qu'on veut ultimement garder. Et puis, les clients vont nous dire pendant 6 mois, en fonction de ce qu'eux décident d'acheter ou pas, s'ils pensent que les produits méritent d'avoir leur place pour les mois suivants dans toutes les succursales. Donc, on a défini un nombre de succursales qui correspond à un marché, entre guillemets, test, qui permet à la fois à l'industrie d'avoir un volume suffisamment important pour être capable de faire du sens d'un point de vue économique sur le lancement de ces produits, sans évidemment le mettre dans tout le réseau, parce que sinon, nous, on a des enjeux de capacité et de gestion. Donc, on a des succursales pépinières qui vont nous permettre pendant 6 mois de faire le test. Et donc, si je suis fournisseur de la SQDC, je regarde les besoins dans les catégories sur lesquelles la SQDC exprime de l'envie. J'essaye de répondre à ces besoins exprimés par la SQDC. Je peux être sélectionné en pépinière, donc je rentre pendant 6 mois comme sur un marché test. Et si mon produit est apprécié par les clients plus que d'autres, eh bien, je peux gagner ma place pour le référencement permanent par la suite. Donc les 2 concepts de rotation et de pépinière fonctionnent ensemble et nous permettent de créer ce renouvellement de l'offre qui, une fois de plus, n'a pas vocation à stimuler la demande, mais plus à répondre aux besoins des consommateurs pour que, une fois de plus, la SQDC soit le plus souvent possible le détaillant choisi par les clients. C'est sûr que tous les produits n'ont pas la même rotation et donc un produit n'est pas comparé à l'intégralité du portefeuille produit de la SQDC.
un produit est toujours comparé à des produits dans la même catégorie. Donc la même catégorie, c'est un niveau de prix comparable, un niveau d'offre, je dirais, comparable en termes de spécificité de la souche, par exemple, ou de spécificité de préparation du produit. On va évidemment pas comparer de la fleur séchée avec des pré-roulés. On a, je dirais, des catégories et des sous-catégories qui nous permettent d'avoir des ensembles assez homogènes dans lesquels comparer un produit avec un autre fait du sens et c'est pas le type de produit qui amène la différence, c'est vraiment le fait que les clients en préfèrent certains plutôt que d'autres. En faisant quelques recherches après l'entrevue, j'ai découvert, quel hasard, que le concept de pépinière existait déjà ailleurs au Québec. Où, me demandez-vous? Eh oui, évidemment, à la SAC. Il y a un lien dans les notes de l'épisode pour un article d'Yves Mailloux, publié en 2018 dans le Huffington Post sur le sujet des pépinières à la SAC. Le titre de l'article est « Connaissez-vous le programme pépinière de la SAC? » Ici, c'est le consommateur qui décide s'il aime ou non les produits qu'on lui propose. Fin de la citation. Comme il est impossible de discuter de bière sans parler des microbrasseries, il est impossible de parler du cannabis sans évoquer la place des microproducteurs québécois à la SQDC. Selon mes estimations très amateurs, j'ai déduit que moins de 1 % des ventes réalisées par la SQDC provenaient des microproducteurs québécois. Alors Jacques, on fait quoi pour nos héros du pot artisanal? Vous citez, Luc, un chiffre que nous ne citons pas. Ça ne vous a pas échappé qu'on ne cite pas les parts de marché de nos fournisseurs, ni de manière individuelle, ni par type de fournisseur. On ne veut pas communiquer ces informations qui, de notre point de vue, appartiennent à chacun des fournisseurs et pas à la SQDC. Donc, vous citez un chiffre de 1%. Je vous en laisse la responsabilité. Je ne vous donnerai pas un scoop aujourd'hui puisqu'on ne communique pas ces chiffres-là, mais c'est plus que 1%. Mais quoi qu'il en soit, on s'entend que ça n'est pas, je dirais, un chiffre extrême qui ferait que la question ne s'applique pas. Donc la question s'applique effectivement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les micro-producteurs québécois ou d'ailleurs, qui ont une approche de la culture et une approche de la commercialisation de leurs produits qui est différente des producteurs qui existent jusqu'à présent. En fait, pour nous, on est dans une logique à se dire, il y a le référencement permanent dont on parlait avec les produits en rotation et les produits pépinières. Certains microproducteurs ont des capacités de production qui leur permettent de jouer dans cette cour-là et c'est merveilleux. On souhaite qu'ils le fassent le plus possible parce que on génère à la SQDC des volumes conséquents et même si parfois l'accès peut être un petit peu compliqué par certaines règles, une fois qu'on est à la SQDC, on génère des volumes assez importants pour les producteurs. Donc on souhaite que les microproducteurs qui le puissent utilisent les pépinières pour essayer de rentrer quand ils ont la capacité à produire. Maintenant, on reconnaît que beaucoup des microproducteurs n'ont pas la capacité et ne veulent pas l'avoir, c'est leur choix, on le respecte, pour être capable de nous fournir à l'année pour l'intégralité de notre réseau de succursales. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit développer des manières de faire un peu différentes pour les microproducteurs pour ne pas leur demander de produire en grande quantité quand ça n'est pas leur choix. Donc on est en train de réfléchir quelle est l'approche qu'on peut avoir sur des producteurs qui veulent nous fournir des plus petits lots pour être capable d'avoir, je dirais, une approche qui soit plus par lot qu'une approche de référencement à l'année avec un certain volume à fournir quoi qu'il arrive. On est encore en réflexion sur ces éléments-là. Ils nécessitent beaucoup d'échanges, de discussions, de consultations. On est en train de consulter notre industrie à ce niveau-là. On veut s'assurer qu'on les écoute et qu'on les entend sur les recommandations qu'ils pourraient nous amener de manière à essayer de trouver la solution qui fait le plus de sens pour tout le monde. C'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose dans lequel on doit attacher plusieurs détails importants. Et souvent dans les lots, la principale question est sur la fin de vie. C'est pas forcément le fait de les rentrer, c'est le fait de se dire quand il ne me reste que quelques pots de fleurs séchées en 3,5 grammes que je n'arrive pas à écouler, alors que, je le redis, on n'a pas les leviers que d'autres commerces de détail peuvent avoir, il faut qu'on s'assure qu'on trouve une mécanique qui fasse du sens pour tout le monde, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas, nous, la SQDC, à être bloqué par ces produits-là, parce que ça pourrait gripper la machine de l'approche de commande de petits lots. Donc il y a beaucoup de détails, et puis une fois de plus,
On veut prendre le temps de consulter, d'entendre, d'écouter tout le monde avant de prendre nos propres décisions. Donc ce que je vous propose, Luc, c'est qu'on se reparle, on reprenne rendez-vous. Ce sera une bonne opportunité de refaire le point sur ça et sans doute sur d'autres choses, une fois qu'on y verra un tout petit peu plus clair, mais c'est clairement dans nos plans pour les mois qui viennent. Je veux le redire, si des fournisseurs nous écoutent aujourd'hui, on veut essayer de faire les choses dans le bon ordre. On a annoncé les pépinières et les produits en rotation. Il faut qu'on les vive. On va commencer à les vivre à partir du 12 septembre. Donc il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles, même si ça a déjà été annoncé, on a à travailler encore conjointement pour bien y arriver. Donc on veut les prendre par étapes. Je reparlais de l'équilibre, je fais référence à l'équilibre dont on parlait tantôt. Il faut prendre les projets au rythme auquel on est tous capables de les gérer. Donc les petits lots, ils sont clairement dans notre radar, on va y venir et on aura plaisir à s'en reparler. Et peut-être Luc, sur ce point, je pense que ce qui est aussi important, et on travaille également main dans la main avec l'industrie sur ce point-là, parce que il est fondamental, c'est comment on peut aussi transmettre de l'information sur les produits que nous vendons, qui soit de l'information qui aide les consommateurs et les clients à comprendre pourquoi ils pourraient investir un peu plus sur tel ou tel type de produit, et de nous sortir un peu d'un débat qui est assez binaire autour du taux de THC et du prix de vente, ou du taux de CBD et du prix de vente. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on a, nous, notre responsabilité, la SQDC et l'industrie, parce qu'on peut blâmer les clients pour ne parler que de ça, mais si nous, on n'introduit pas des autres critères simples, factuels, il ne s'agit pas d'aller faire du marketing ou de la promotion, mais on a, nous, notre propre responsabilité conjointe avec nos fournisseurs de transmettre cette information-là aux clients. Et ce n'est pas évident parce que c'est une approche qui doit se faire avec toute l'industrie, pas juste de manière unilatérale par la SQDC ou pas juste un ou deux fournisseurs. Il faut qu'on réussisse à embarquer tout le monde, mais c'est un élément très important pour être capable justement d'expliquer ensuite à un consommateur, comme on le fait avec Cultiver Québec, où on dit factuellement c'est cultivé au Québec, puis le client peut décider s'il a envie de le considérer comme quelque chose qui fait du sens pour lui. Il y a d'autres critères qu'on doit trouver sur les produits de cannabis qu'on vend, et ça va être très important, et pour moi c'est un des facteurs clés de succès sur les approches d'approvisionnement, notamment de petits lots, mais aussi de pépinières. On doit progresser sur ces éléments-là parce qu'on a une responsabilité là-dedans. Ça ne se fera pas tout seul. On doit être aligné, l'industrie et la SQDC, pour mettre la même énergie derrière des critères simples, factuels, qui vont permettre aux clients de mieux comprendre ce qu'ils sont en train d'acheter. Si vous lisez les journaux, vous savez que les chambres de commerce partout au Canada et ailleurs dans le monde se plaignent de l'importance d'Amazon et elles demandent, parfois elles font semblant d'exiger, de s'abstenir, nous les consommateurs, d'acheter en ligne pour encourager les commerces locaux. Dans ma discussion avec Jacques, j'ai avancé le chiffre de 6 % pour l'ensemble des ventes en ligne. Il s'agit en plus d'une baisse spectaculaire suite à un pic de vente attribuable à la pandémie COVID. Dans la nouvelle configuration pépinière et rotation, certains produits se retrouveront disponibles uniquement en ligne. Est-ce un mouroir? Alors comment, en 2022, revaloriser la filière des ventes en ligne? Luc, 6% c'est le bon chiffre, effectivement. Et celui-là, il est officiel. Effectivement, 6% de nos ventes sont faites via sqdc.ca. Parfois, les pourcentages sont un peu trompeurs. Quand on regarde les ventes en millions de dollars, vu que la SQDC a eu des très fortes progressions ces dernières années, même si le pourcentage réduit, parfois les ventes en dollars continuent à augmenter. Si on revient avec le MAT 101 et qu'on passe au MAT 102 cette fois-ci, là on comprend la logique. Donc 6% pour nous aujourd'hui, c'est un chiffre qui demeure très intéressant. Puis vous le disiez, on parle beaucoup des ventes sur Internet. Il y a beaucoup de détaillants au Québec qui n'atteignent pas 6% de leurs ventes et qui sont quand même très performants sur les ventes Internet. Donc c'est un score dont on ne doit pas, il n'est pas faible, et il représente des ventes très conséquentes pour nous. Maintenant, je le redis, la raison pour laquelle ce pourcentage a réduit, c'est parce que nos ventes totales ont augmenté de manière forte et parce que également notre réseau de succursales s'est développé.
Donc, par le passé, il y avait des clients dans certaines régions peut-être un peu plus éloignées qui n'avaient pas de SQDC proche de chez eux. Et donc, s'ils voulaient acheter chez nous, la seule opportunité qu'ils avaient, c'était de passer par le site internet sqdc.ca. Je les remercie d'ailleurs d'avoir fait ce choix-là à l'époque. Mais maintenant, parfois, ils ont le choix de se dire c'est plus pratique de passer dans une succursale plutôt que de commander sur Internet. Donc, il y a eu des transferts de ventes qui se sont faits de manière tout à fait naturelle au fur et à mesure que le réseau s'est développé. Donc pour nous, 6%, on ne mesure pas l'efficacité de notre stratégie web uniquement sur le pourcentage des ventes. En revanche, je constate encore qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas qu'ils peuvent commander ou acheter du cannabis sur sqdc.ca. Donc c'est une possibilité, je l'ai dit. Et d'ailleurs, je veux redire à tous les auditeurs que la seule option légale au Québec, quand on n'a pas du cannabis médical sur prescription, c'est d'acheter à la SQDC, soit en succursale, soit sur sqdc.ca. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, je dirais, on doit peut-être continuer à faire savoir que ce service existe. Peut-être certains clients ou consommateurs n'en ont pas encore totalement conscience. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que la stratégie web ne sert pas uniquement qu'à conclure une transaction. C'est un canal de vente, mais c'est aussi beaucoup un canal d'information. De plus en plus de clients passent d'abord sur notre site pour savoir où sont les produits, quels produits sont disponibles éventuellement dans leur succursale avant d'y aller. Et je le redis, sqdc.ca aujourd'hui, parce que nous n'avons justement pas de contraintes physiques d'emplacement, de stock à gérer. On est dans un entrepôt, donc on peut aller un petit peu plus loin en termes de nombre de produits. Aujourd'hui, sqdc.ca est la meilleure destination pour avoir la plus large offre de produits. Et certains clients de la SQDC l'ont bien compris parce qu'ils sont très réguliers à commander sur notre site web pour trouver des produits qui ne sont pas forcément totalement distribués en succursale. Donc je sais que parfois l'industrie voit un peu sqdc.ca comme une punition de se dire bah, c'est le seul endroit où je peux être distribué. Mais les clients ne voient pas du tout ça comme une contrainte, ils voient ça comme une opportunité. Et ça peut être aussi pour nos partenaires fournisseurs de produits une belle opportunité de tester certains éléments ou de tester certaines choses sans avoir la contrainte de nous livrer dans toutes les succursales avec une belle régularité. Ça fait partie de notre stratégie d'être très disponible en ligne et de s'assurer qu'on soit efficace et simple d'accès, ça c'est sûr. Maintenant, on ne veut pas contraindre le client à aller dans un canal plutôt qu'un autre. Si le client choisit et pense que la succursale c'est le meilleur endroit pour aller chercher son cannabis légal, on est très content avec ça. Si à l'inverse il souhaite y aller sur sqdc.ca, on est aussi très content avec ça. On ne veut pas décider à la place du client. En revanche, on veut s'assurer que si le client décide d'aller dans un canal ou dans un autre, c'est facile pour lui de le faire. Et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est de s'assurer que ceux qui ont décidé de passer sur sqdc.ca, s'ils voient des irritants sur leurs transactions, qu'on soit capable de les capter avec eux et de les enlever. De la même manière dans les succursales, si on se rend compte qu'il y a des choses qui agacent nos clients sur notre manière de faire dans les succursales, on va essayer de le comprendre pour l'enlever parce qu'on veut que ce soit le plus facile possible pour nos clients. Parce que, une fois de plus, si on veut qu'ils migrent dans le marché légal, si les choses sont compliquées, bah, évidemment, on a peut-être un petit peu moins de chances de succès d'arriver à notre mission. Le rapport de la SQDC fait aussi dans la pédagogie. Il explique, par exemple, à la page 19, que les charges nettes représentent les frais de vente ainsi que les frais d'administration. Un peu plus loin, la rémunération du personnel, principale catégorie des charges de la société, a totalisé 44,9 millions de dollars, ce qui représente près de 49,9 % de ses charges nettes. Fin de la citation. Sans faire d'amalgame, vous le savez, c'est pas mon genre. Et à la lumière de la grève de ses employés, j'ai voulu comprendre ce que tentait de nous expliquer la SQDC en affirmant que ses charges nettes augmentaient. Alors, en fait, je vais vous parler des deux, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Le rapport annuel qui a été publié fait état effectivement d'une progression de nos charges qui est tout à fait logique compte tenu du fait qu'on a ouvert un grand nombre de succursales l'année dernière. Et donc par définition, quand on ouvre des succursales, ce sont des coûts additionnels, évidemment des coûts physiques. On ouvre un local, donc il faut le louer, il faut l'aménager, il faut l'entretenir, il faut le chauffer, il faut mettre tous les systèmes dedans.
Donc tout ça, ça coûte de l'argent, donc ce sont des charges. Et puis il y a évidemment, il ne s'agit pas juste d'avoir une belle succursale, il faut aussi des employés motivés qui sont dedans et qui sont capables de donner le service. Donc ça, c'est un autre coût qui s'ajoute également et qui fait, je dirais, partie intégrante de notre plan de déploiement. Donc le fait que les charges progressent, c'est tout à fait normal parce qu'on a ouvert un grand nombre de succursales et que donc ça nous coûte de l'argent. Et une fois de plus, il n'y a pas de débat par rapport à ça, donc c'est logique et les charges progresseront encore cette année parce qu'on prévoit d'ouvrir encore 11 succursales cette année. Donc ça, par définition, c'est des coûts additionnels, mais ça fait partie de l'équilibre dans lequel nous sommes. Maintenant, sur la question de la discussion aujourd'hui avec nos équipes, dans la vie des organisations, certains de nos employés décident de se faire représenter par des syndicats. D'autres, je dirais que plus de la moitié de nos succursales aujourd'hui ont décidé de ne pas se faire représenter par des syndicats. Je dis ça de manière très factuelle, je n'interviens pas dans ce débat-là, ça appartient aux équipes de la SQDC, à mes collègues de décider s'ils veulent ou non se faire représenter par un syndicat. Évidemment, moi je n'ai pas de rôle à jouer là-dedans, je prends acte de leurs décisions, mais je dirais que dans les sociétés d'État, on est très particulier, on est sans doute peut-être pas la seule, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, je crois, qui ont des configurations avec une grande partie de leurs employés. Je le rappelle, plus de la moitié des succursales et tous les employés corporatifs ont décidé de ne pas se faire représenter par un syndicat. Maintenant, ceux qui ont décidé de se faire représenter par un syndicat, c'est tout à fait correct. Nous, d'ailleurs, nous ne faisons pas de différence dans le traitement que nous faisons de nos équipes, qu'ils soient ou non représentés par des syndicats. Mais quand ils décident de se faire représenter par des syndicats, il y a un exercice qui s'appelle des exercices de négociation des conventions collectives. Et dans cet exercice-là, les négociations se passent dans une table de négociation dans laquelle nous, la SQDC, on a mis des représentants. Nos partenaires syndicaux, la CSN et le SCFP, ont eux aussi, dans chacune des deux tables que nous animons avec chacun d'eux, mis des représentants. Et le principe de la négociation, c'est que la négociation se fasse à la table de négociation et pas de manière publique. Donc je suis parfois questionné sur ce sujet-là. Je me tiens une ligne qui est simple et qui est, à mon avis, la bonne ligne. C'est de dire que la négociation se réglera à la table et je fais confiance à tous les représentants à la table, bien sûr les nôtres, mais je sais aussi que nos partenaires à la table syndicaux, je leur fais confiance également pour en arriver à une entente qui fasse du sens pour tout le monde. Je ne vais pas plus loin, Luc, parce que je crois que c'est respecter les bonnes manières de faire que d'être comme ça. Maintenant, je veux redire que peu importe la négociation, on pense toujours au jour d'après, le jour où la négociation sera terminée et on devra travailler ensemble. Et je le redis, la plus grande force de la SQDC, ce sont nos équipes. C'est eux qui me rendent fier tous les jours, depuis le premier jour où je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très conscient de ma responsabilité en tant que dirigeant de l'organisation et je veux réfléchir à comment on va être capable, une fois que la négociation sera arrivée à son terme et qu'elle sera jugée favorable par tout le monde, comment on sera capable de s'assurer qu'on continue à servir les Québécois qui le méritent avec un système qu'ils ont choisi. Et donc ça me tient très très éveillé. Je suis certain qu'on y arrivera et que ça fonctionnera bien. L'enregistrement de l'entrevue a eu lieu le 22 juin 2022. Depuis, la SQDC et la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, ont conclu le 23 juin, en fin de journée, une entente de principe. Cette entente a été entérinée le lundi 27 juin et touche seulement les syndiqués des succursales rattachés à la Fédération des employés des services publics, affiliée à la CSN. Voilà, c'est dit. On arrive en fin d'entrevue. Le cannabis, qui est une plante médicinale utilisée depuis des années pour se soigner, a aussi le pouvoir, dans son incarnation industrielle moderne, de rendre l'humain malade en polluant l'environnement. Quel est donc le bilan environnemental de la SQDC? On est effectivement très conscient de l'impact environnemental que nous, la SQDC, on peut avoir, mais aussi de l'effet d'entraînement qu'on peut avoir avec notre industrie. Donc, vous l'avez dit, Luc, on a été on est très attentif. Donc, on a en fait 4 axes importants qui existent. Il y en a un qui est évidemment sur la santé, sur l'éthique, le deuxième sur la communauté et puis sur l'environnement. Bon, je dirais que la préoccupation de santé, évidemment, elle fait partie de notre mission. Donc, ça, on s'assure qu'on est attentif aux gestes qu'on pose, à ce qu'on fait, à la fois pour nos équipes, mais aussi dans l'exercice de notre activité. Au niveau de l'éthique, on s'assure de répondre à tous les plus hauts standards. On est une société organisée avec
différents paliers de vérification, différents paliers de contrôle. On a également un travail très assidu avec notre conseil d'administration. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on est très attentif, d'essayer de poser les bons gestes et de respecter toutes les règles qui s'imposent à nous. Pour les communautés, on veut être un bon citoyen, pas que corporatif, mais aussi un bon citoyen. On s'assure quand on s'implante dans une communauté de poser les bons gestes, d'être on l'a vu juste après mon arrivée, il y a eu des endroits où on a senti que peut-être la communauté ne nous voulait pas forcément, ou en tout cas pas tout de suite. On a été à l'écoute de ces éléments-là pour s'assurer qu'on réponde à cette attente, même si légalement tout avait été bien fait dans les règles. Et puis évidemment sur l'environnement, c'est la partie qui parfois est un peu visible. Donc vous l'avez cité, sur les pots, sur les emballages, pas que les pots, sur les emballages, on est très actif. On a mis en place un programme de récupération des contenants que nos clients apprécient beaucoup. Certains l'apprécient pour l'aspect environnemental, d'autres l'apprécient pour l'aspect de discrétion. Parfois, certains clients ne veulent pas mettre dans leur poubelle ou au recyclage des produits ou des emballages de cannabis. On respecte ça également. Quoi qu'il en soit, nous, on a organisé les choses pour être capable de récupérer les emballages et de s'assurer ensuite qu'on les remet à un organisme qui en fait bon usage pour recycler ce qui est recyclable ou pour revaloriser ce qui peut l'être également. On travaille également beaucoup avec notre industrie pour essayer de réduire à la source. Alors, on sait que c'est un travail de longue haleine et on ne veut pas être coercitif, on veut essayer d'être plutôt, je dirais, donner une impulsion positive. Donc, on ne veut pas punir personne, mais on essaie de favoriser ceux qui s'engagent avec nous dans cette démarche-là. Et il y en a beaucoup. Je dois féliciter et reconnaître le travail qui est fait par l'industrie. Je pense que tout le monde est très conscient. Parfois, c'est pas évident, mais si on met tous de l'énergie sur le sujet, on y arrive. Et on a des belles progressions, des beaux échanges avec l'industrie pour essayer de trouver des manières de faire. Après, vous le savez, Luc, on est dans un environnement très réglementé. On ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'emballage. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent à nous. Donc il faut quand même respecter ces règles-là. Et ça fait partie aussi de l'équilibre à trouver. Et puis, bien sûr, on a également, on est attentif quand on construit nos succursales, par exemple, à s'assurer qu'on essaye d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. On a également mis en place un système de récupération des masques. Alors ça paraît bizarre, ça fait juste quelques semaines que plus personne ne porte de masque. On en est tous sans doute très contents, mais on se souviendra qu'il y a quelques mois, on en consommait beaucoup. Donc on a mis aussi en place ce geste de récupération des masques partout où c'était possible dans nos succursales, de manière à essayer de leur donner à des organismes qui sont capables de ne pas les mettre, je dirais, n'importe où en termes pour disposer des masques. Donc à chaque fois qu'on peut, on met en place ces éléments-là, mais ce qui est sans doute le plus emblématique, c'est effectivement tout ce qu'on fait sur les emballages. Nous sommes rendus en fin d'entrevue. Ma dernière question en est une du public que l'on m'a proposée sur les réseaux sociaux. Alors, Jacques, pourquoi tout le monde est carté à la SQDC? Alors, en fait, c'est une bonne question parce que, vous le savez, la loi nous oblige à s'assurer que, à l'inverse d'autres commerces de détail qui vérifient également l'âge pour vendre les produits, nous, on doit vérifier l'âge à l'entrée de la succursale. Donc, quelqu'un qui a moins de l'âge légal, donc aujourd'hui 21 ans, ne peut pas physiquement rentrer dans la succursale. Et je le redis parce que parfois, certains citoyens comprennent mal et font un amalgame parfois avec ce qu'ils voient, notamment chez notre grande sœur, la SAQ, où le cartage se fait soit sur l'aire de vente quand il y a des dégustations, soit à la caisse quand on passe à l'achat, mais on peut rentrer avec quelqu'un de mineur dans une SAQ tant qu'il ne touche pas aux produits ou n'achète pas les produits, ça ne pose pas d'enjeu. Nous, ça n'est pas le cas, et d'ailleurs on a eu parfois à réexpliquer aux clients que des clients, même s'ils ont l'âge légal, ne peuvent pas rentrer avec des enfants en bas âge, même s'ils sont dans des poussettes. La loi nous interdit ça, donc il y a eu besoin de s'assurer que tout le monde comprenne bien que la vérification de l'âge se fait à l'entrée et que toutes les personnes qui rentrent dans la succursale doivent avoir plus de 21 ans. Donc ça, c'est une obligation légale. Maintenant, vous avez raison, Luc, on aurait pu se dire, bon, si on me voit moi, peut-être si on vous voit vous, puis je ne veux pas être insultant d'aucune manière, mais on se doute bien que vous, Luc, moi, j'ai plus de 21 ans. Maintenant, c'est une question qui s'était posée au démarrage et on s'est dit le plus simple, c'est d'installer un réflexe dès le démarrage et d'éviter des discussions qui pourraient avoir des conséquences un peu particulières
d'estimer que quelqu'un aurait l'âge et que quelqu'un d'autre n'aurait pas l'âge. Bon, c'est sûr que pour vous et moi, Luc, la situation est claire. Mais en revanche, pour d'autres personnes, ce sont des éléments qui sont différents. Et donc, on s'est dit que la meilleure manière, c'était d'installer le réflexe dès le démarrage, de carter systématiquement tout le monde et de faire les choses d'une manière systématique. Et bon, aujourd'hui, je dirais que nos clients y sont habitués. Puis, il suffit d'aller voir dans d'autres États. Si on va aux États-Unis, bon, le cartage systématique est fait de manière, je dirais, régulière pour beaucoup de produits. Donc, c'est plus de créer le réflexe et on a pensé que c'était la bonne manière de faire. Et je suis désolé si certains clients trouvent que c'est un peu excessif, mais au moins la règle est claire. Et voilà, c'était le 111e épisode de Top Pot. Un énorme merci à Jacques Farcy pour sa générosité, ainsi qu'aux membres de son équipe qui ont rendu possible notre échange. J'espère que ça vous a plu et personnellement, j'avoue que j'ai appris des choses. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.